Voilà, l'enregistrement est relancé, donc on peut redémarrer. Donc on a terminé juste avant la pause en regardant un petit peu, toute cette technologie, pneumatique, les cylindres simple effet, double effet, les dispositifs qui permettent de réaliser le vide, sur, l'installation à l'aide de cet effet Venturi et l'idée qui se pose la question qui se pose là maintenant, c'est de savoir, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir mettre entre l'arrivée, donc on a ici l'arrivée générale du réseau d'air comprimé, donc on a bien dit qu'avec cet élément-ci, on venait filtrer, lubrifier, réguler la pression, abaisser la pression pour la mettre à un certain niveau. Et donc qu'est-ce qu'on va venir mettre ici entre l'endroit où on a l'air traité pour notre installation et nos différents actionneurs. Si vous faites le parallèle avec l'installation électrique, c'est comme si ici vous aviez vos moteurs électriques, que là vous aviez, le réseau, de distribution avec les disjoncteurs et puis, beh, vous voulez pouvoir à certains moments faire en sorte que vos moteurs tournent, à d'autres moments pas. Donc on se retrouvait ici entre les 2 à venir mettre des contacteurs qui allaient donc permettre, beh, de faire le lien entre la partie commande et la partie opérative, la partie puissance de notre installation. Et donc, bah, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des préactionneurs, qui vont permettre, beh, de justement à certains moments venir amener de l'air comprimé vers nos cylindres simples, double effet et vers nos générateurs de vide et à d'autres moments, ne pas amener l'air comprimé en question et donc faire en sorte que les cylindres se déplacent et que le vide soit fait ou pas. Donc ça, c'est ce qui va être réalisé à l'aide de préactionneurs qu'on va appeler en français des distributeurs, hein. Préactionneur, c'est le terme général. Distributeur pneumatique ou hydraulique, c'est le terme spécifique dans cette technologie ici. Euh, et l'idée, c'est quoi? Ben l'idée, c'est qu'à l'aide de ces distributeurs, ben on va avoir, la possibilité de venir interfacer cet air comprimé, l'arrivée en air comprimé et les différents, actionneurs qu'on va avoir là derrière. Alors, il y a plusieurs types de distributeurs qui existent, et ce qu'ils vont faire les distributeurs, c'est de permettre à l'air comprimé d'aller d'ici vers là-bas ou inversement, éventuellement, de laisser filer l'air comprimé des composants ici vers l'échappement d'une manière générale. Donc on va avoir la possibilité soit d'aller vers du réseau vers l'actionneur, soit de l'actionneur vers ce qu'on va appeler l'échappement. Et c'est l'échappement, hein, l'idée, c'est que cet air comprimé-là, ben, il est relâché à l'atmosphère. Et ça explique, pour revenir 2 secondes sur le slide de tout à l'heure, où on voyait que le rendement de la technologie pneumatique, le rendement global était très faible. Je vous ai dit, ben oui, c'est parce qu'il y a des pertes, il y a le compresseur qui lui-même a un rendement inférieur, etc. Mais il y a aussi le fait que quand on est venu réaliser un mouvement à l'aide de notre cylindre, à l'aide de notre air comprimé, ben, quand on va vouloir faire le mouvement inverse, l'air comprimé qu'on avait stocké dans la chambre du cylindre en question, il est relâché simplement à l'échappement. Donc il ne fonctionne pas en circuit fermé, contrairement à la technologie hydraulique, où là par contre on va évidemment fonctionner en circuit fermé. Ce n'est pas le cas quand on travaille avec de la pneumatique. Alors, nos préactionneurs ici, beh, ça ressemble à ça. Ce sont des petites tranches entre guillemets comme ça, des petits modules qu'on va pouvoir juxtaposer les uns aux autres. Et ils sont classifiés suivant 2 critères. Premièrement, le nombre de pores qu'ils vont contenir, donc le nombre de trous, d'orifices qu'ils vont avoir pour pouvoir venir faire les connexions. Et puis le nombre de positions dans lesquelles on va pouvoir les placer. Donc, on va donner un exemple concret de ça. Euh, donc si on prend, ce distributeur-ci, beh, sur le distributeur en question, vous voyez qu'on a par petit casier ici, on se retrouve avec 2 connexions, connexion 1, connexion 2, et on se retrouve avec 2 positions différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir ceci qui est connecté donc ici vers les actionneurs, ici vers le réseau, ou bien on pourrait faire glisser ce distributeur vers la droite et faire en sorte que, ben, on ait, cet élément-ci qui vienne ici et cet élément-là qui vienne là. Donc on se retrouve avec 2 portes différentes, 2 positions différentes. Au niveau des orifices, ben, il y a aussi des règles de dénomination, hein, comme on avait la bobine A1, A2, les contacts normalement ouverts 13-14 et normalement fermés 11-12 sur tout ce qui était relayage. Ben ici, le port ou l'orifice numéro 1 va être utilisé pour la connexion au réseau. Les orifices 2 et 4, quand il y en a plusieurs qui sont présents, pour la connexion vers les actionneurs, et les orifices 3 et 5 pour la connexion vers l'échappement.
Donc, quand on est dans la première position ici, et on le représente toujours dans sa position de repos, hein, sa position naturelle, quand on est dans la première position ici, ben, on voit bien qu'on va laisser passer l'air comprimé pour l'envoyer vers les actionneurs, alors que si jamais on vient le mettre dans la seconde position, donc on fait glisser le tiroir qui est là, eh ben, on va se retrouver à ce moment-là à venir bloquer l'air comprimé qui va permettre donc de ne pas venir alimenter les actionneurs avec l'air comprimé en question. Donc ici, on se retrouve avec un distributeur qu'on va appeler un distributeur 2-2. Pourquoi 2-2? Ben, le premier 2 parce qu'on se retrouve avec deux orifices dans chaque position. Le deuxième 2 parce qu'on se retrouve avec deux positions différentes. Donc on parle d'un distributeur 2-2. Donc, et voilà la façon dont on vient le représenter. Qu'est-ce que ça montre ici? Ben, donc, on montre bien qu'on se retrouve avec nos deux orifices, nos deux positions. Si jamais on est dans la position dite 10, qui est la position actuelle, ben, le 1 va vers rien. Donc, on se retrouve ici à avoir simplement bloqué l'alimentation en air comprimé au niveau du distributeur. Si on se retrouve dans la position 12, eh ben, on voit que l'air comprimé va pouvoir aller de 1 vers 2 à ce moment-là. Donc ça, c'est ce qui est indiqué avec ces numéros-là. C'est pour votre information. Je ne vais pas évidemment vous cuisiner là-dessus, ça n'aurait pas grand intérêt. Un deuxième distributeur ici, c'est un distributeur qu'on appelle un distributeur 3-2. Donc on se retrouve cette fois-ci avec 1, 2, 3 orifices dans chacune des cases et avec deux positions différentes. Alors si on se retrouve avec la position 10 ici, ben, on voit que l'air comprimé 1 est bloqué, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec 10 et on voit que donc l'air comprimé qui venait du réseau est bloqué. Par contre, l'air comprimé qui vient des actionneurs vient ici à l'échappement. Donc contrairement à celui-ci soit laisser passer l'air comprimé vers l'installation, soit bloquer tout. Mais vous voyez que ici, quand on était dans cette position-là, ben, si jamais on était sous pression au niveau de nos actionneurs au travers de l'orifice 2, on ne permettait pas de faire chuter la pression dans les actionneurs. On restait sous pression. Tandis que celui-ci ben, va nous permettre, si jamais on n'alimente pas les actionneurs, de venir mettre la pression de l'installation ben, à la pression atmosphérique et donc tout ce qu'il y a comme surpression ici, de venir le mettre à l'échappement. Si jamais on se retrouve dans la position 12 ici, ben à ce moment-là, on voit bien que l'échappement est bouché et que par contre, on va avoir l'air comprimé qui va pouvoir passer du réseau de distribution vers nos différents actionneurs. Donc typiquement, ce distributeur-là, ben, il va bien fonctionner pour un cylindre simple effet. Pourquoi? Ben, parce que le cylindre simple effet, quand je viens mettre sous pression, je vais venir compresser mon ressort ici et à ce moment-là, je vais me retrouver... Hops. À ce moment-là, donc si je viens compresser le ressort ici, je vais me retrouver à m'être déplacé dans ce sens-là. Je vais avoir mon ressort comprimé ici et ma tige qui va ressortir. Quand je vais, donc ça c'est ce que je vais avoir quand je vais être sur la position 1, 2. Quand je vais revenir sur la position 1, 0, ben, ce qui va se passer, c'est qu'au travers de l'orifice qui est là, je vais devoir faire en sorte que l'air comprimé puisse repartir et suivre donc le chemin qui est là pour venir ici à l'échappement. Si jamais je venais connecter ce cylindre sur ce distributeur-ci, ben, j'aurais une fois pu réaliser le mouvement pour le déplacer vers la droite et venir compresser le ressort. Le problème après, c'est que quand je revenais dans cette position-ci, ben, je ne laissais pas la possibilité à l'air comprimé que j'avais stocké donc dans ma chambre ici, hein, tout l'air comprimé qui est dans la chambre là, je lui laissais pas la possibilité de s'échapper puisqu'il allait arriver ici et il allait être bouché par le bouchon qui est présent. Donc conclusion, ben, j'allais pas revenir en marche arrière avec mon cylindre. Ok, donc le deuxième distributeur, qui est un distributeur 3-2, ben, convient mieux à ce type d'actionneur pour ce qui a été présenté ici. Alors, on a également un distributeur 4-2. Donc ce distributeur-là, il contient 4 orifices dans chacune des positions qui est possible, d'où le terme 4-2. Et vous voyez que l'idée, c'est de pouvoir à ce moment-là laisser passer l'air comprimé de 1 vers 2 et également laisser passer l'air comprimé de 4 vers 3 pour aller à l'échappement. Donc celui-ci, typiquement, on va pouvoir l'utiliser pour un cylindre double effet, puisque dans cette première position, on va laisser l'air comprimé venir ici dans la chambre de gauche et l'air que vous aviez
dans la chambre de droite doit pouvoir être évacué, ce qui va se faire ici au travers du chemin 4-3 pour aller à l'échappement, alors que dans l'autre position, ben, on vient croiser, ce qui voudrait dire à ce moment-là que l'air comprimé arriverait de 1 vers 4, d'où le fait que c'est la position 14. Hein. Donc on va à ce moment-là amener l'air comprimé dans la partie droite de notre cylindre double effet ici, et ben, ce qu'on avait stocké dans la chambre là, hein, pour ce qu'il en reste, ben, va pouvoir être rejeté à l'échappement au travers de la liaison 2-3 qu'on va avoir à ce moment-là. Donc celui-ci convient très bien pour un cylindre double effet, ou on aurait encore pu travailler avec celui-ci également pour un cylindre double effet. Donc il y a toute une série de possibilités qui sont présentes. Hein. Celui-ci ben, va permettre en 1-2 de venir amener l'air comprimé vers la chambre de droite et au travers de 4-5 de venir évacuer l'air comprimé en question. Si jamais on se retrouve avec l'autre position, ben, on va au travers de 1-4 venir amener l'air comprimé vers la chambre de gauche et on va évacuer au travers de 2-3 vers la chambre de droite. Donc on va avoir globalement un comportement similaire à celui qu'on a ici, c'est juste que la constitution du cylindre de notre distributeur ici est différente. On retrouve encore des distributeurs avec 3 positions cette fois-ci. Donc, typiquement, le distributeur que vous avez là est un 5-3 puisqu'on va avoir 5 orifices pour chacune des positions. Alors, vous voyez, quand on se retrouve dans la position intermédiaire, ben, il n'y a pas de débit qui est amené vers l'installation et l'installation reste sous pression. Hein, au travers des orifices 2 et 4 qui sont bouchonnés, ben, on ne va pas permettre de venir mettre l'installation à l'échappement. Alors que si jamais on vient dans la position de gauche ici, ben, on va pouvoir venir amener l'installation au travers de 1-4 sous pression et on va pouvoir mettre une partie hors pression au travers de 2-3. Et si jamais on est dans la position de droite, ben, on va amener une autre partie de l'installation au travers de 1-2 sous pression et au travers de 4-5, on viendra évacuer une partie de la pression et le mettre à l'échappement ici. On a un deuxième distributeur 5-3 qui est le même, sauf que la case du milieu a changé. Cette fois-ci, regardez, vous avez une jonction interne entre 2 et 4. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Plutôt que de laisser les pressions dans les chambres 2 et 4 telles qu'elles étaient avant qu'on passe dans cette position-là, ici, on va venir chercher à équilibrer les pressions qu'on va avoir dans les chambres 2 et 4 à ce moment-là. Donc, au niveau de nos actionneurs, bah, ça ne va pas avoir le même comportement inévitablement. Hein. Si vous avez un cylindre double effet là derrière, ici, il restait bien dans sa position, tandis que là, on va venir chercher à ce que les pressions s'équilibrent et donc notre cylindre double effet va potentiellement venir se mettre dans une position intermédiaire. Il ne va pas rester dans la position qu'il avait eue précédemment. À nouveau, un autre distributeur 5-3, mais où cette fois-ci, dans la position intermédiaire, on vient tout mettre à l'échappement, ce qui va permettre d'avoir encore une fois un comportement différent de celui qu'on avait eu avec celui-ci ou celui-là. Donc l'idée quand on fait l'étude de ces technologies, c'est de choisir l'association distributeur et cylindre telle qu'on obtienne en fin de compte le comportement qu'on souhaitait sur notre installation physique en tant que telle. Alors, juste pour info, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces distributeurs? On va donc se retrouver avec différentes chambres, comme vous voyez là. Et l'idée, c'est qu'en venant déplacer ce qu'on va appeler un tiroir ici, on va permettre, hein, typiquement dans la position qui est là, j'ai donc mon orifice 1 qui est ici. Vous voyez que je peux laisser passer l'air comprimé vers 4 et que j'ai un orifice 2 qui est là qui va laisser passer l'air comprimé vers 3. En venant maintenant faire glisser la tige qui est ici, hein, le tiroir qui est là, on va créer des connexions entre d'autres cavités, puisqu'à ce moment-là, 1 ne peut plus aller vers 4, c'est bouché par cet élément-ci. Donc 1 va pouvoir aller vers 2, et par contre 4 va pouvoir à ce moment-là aller vers 5. Donc c'est simplement ça qu'il y a là à l'intérieur. Sachez que la représentation qu'on en fait avec les symboles qu'on a vus précédemment ne donne absolument aucune information au sujet de la taille de ce distributeur. On va travailler au laboratoire avec des distributeurs qui sont tout petits, mais vous pourriez très bien, sur une installation industrielle, vous retrouver avec des distributeurs qui font 1 mètre, voire plus de longueur, qui laissent passer des débits évidemment beaucoup plus importants. Donc pour pouvoir dimensionner ça, ce qui sort complètement du cadre de ce cours-ci, l'idée ce serait de dire qu'est-ce que je dois déplacer comme charge, hein, qu'est-ce que je veux venir déplacer à l'aide de mon
cylindre, simple effet ou double effet, sur base de ce que je dois déplacer, je vais avoir une idée des forces que je dois pouvoir venir appliquer et connaissant la pression avec laquelle je travaille, ça va me donner une idée de la section qu'il va me falloir au niveau de ce cylindre. Et puis ceci étant fait, je peux aussi m'interroger sur les aspects dynamiques, hein, à quelle vitesse est-ce que je vais vouloir déplacer cette charge et donc tout ça va me permettre de venir calculer un débit nécessaire et sur base du débit nécessaire de fluide qui aura été calculé, je vais venir pouvoir dimensionner à ce moment-là le distributeur en question. Ok, juste pour info, c'est un petit peu ça la démarche de dimensionnement qu'il y a là derrière. Ok, se pose maintenant la question, hein, de savoir dire, on a dit ici, on va pouvoir déplacer, soit faire glisser tout ceci vers la gauche, soit faire glisser tout ceci vers la droite. Se pose la question de savoir, oui, mais comment je vais faire pour venir déplacer justement ces éléments vers la gauche ou vers la droite. Et donc là, on se retrouve avec plusieurs possibilités au niveau de la commande, hein. Donc clairement, cette partie ici, c'est la partie qui laisse passer la puissance vers vos cylindres, donc vers vos actionneurs. Donc c'est l'équivalent des pôles de puissance que j'aurai sur un contacteur. Et vous vous souvenez que pour pouvoir piloter le contacteur en question, on avait une bobine, hein, qui permettait de venir fermer ou ouvrir les pôles de puissance en question. Ici, à la place d'avoir une bobine, on a ce tiroir qu'il va falloir venir déplacer vers la gauche ou vers la droite à ce moment-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va donc s'intéresser à la commande de ce distributeur et on va avoir la possibilité de simplement travailler avec un bouton poussoir, hein, c'est le symbole qui est ici. Alors on fait une commande manuelle du distributeur. Ici, vous avez un bouton poussoir également, mais avec un cran qui permet de le figer dans une certaine position. Celui-ci, quand on relâchait, revenait sans doute dans sa position initiale. En tout cas, la commande n'était pas maintenue. On peut avoir une commande mécanique, hein, donc on viendrait pousser sur un petit élément ici de façon à venir déplacer notre distributeur, enfin le tiroir de notre distributeur ici. On peut avoir une commande qui est pneumatique, donc c'est de l'air comprimé qui va se permettre de venir justement déplacer le tiroir en question. Donc on va laisser passer potentiellement de l'air comprimé ici et la commande est également en air comprimé. Ou bien on va pouvoir utiliser une petite bobine, hein, comme de façon similaire à ce qu'on faisait avec un relais ou un contacteur, un solénoïde qui va nous permettre, quand on va l'alimenter, de venir exercer une force et faire se déplacer le tiroir de notre distributeur ici. Donc à ce moment-là, on se retrouve avec une commande électrique et c'est ce qui va être le plus facile pour pouvoir venir s'interfacer avec un automate programmable, puisque sur mon automate programmable, je vais avoir des sorties digitales, hein, des petits interrupteurs que je vais pouvoir fermer pour laisser passer un certain courant. Et donc ici, en venant laisser passer le courant vers la bobine, je vais réaliser le déplacement de mon tiroir qui va permettre que mon air comprimé passe et aille vers mes actionneurs, donc vers mes cylindres simple effet, double effet ou vers mes générateurs de vide. Ça, c'est donc ce qu'on retrouve d'un côté qui nous indique quelle est la commande. Ce qu'on peut également avoir, c'est un ressort qui va permettre de ramener le distributeur dans une position naturellement si la commande n'est plus donnée. Ce qui permet alors d'avoir un comportement qui est monostable, hein, c'est-à-dire que sans commande, le distributeur revient dans sa position de repos. Ça existe pour des distributeurs 2 positions ou bien 3 positions également, hein. Donc si là, il n'y a aucune des 2 commandes, on va revenir dans la position intermédiaire qui est là. Ou bien on peut avoir des commandes qui sont de type bistable et alors on n'a pas les ressorts en question et c'est à nous de gérer en fonction de ce qu'on va mettre comme commande à gauche ou à droite, la logique pour pouvoir l'amener dans telle ou telle position. Donc, c'est des choses que vous allez avoir l'occasion de pratiquer au laboratoire d'automatisation séquentielle, puisque au laboratoire, on va vous donner un poste sur lequel vous aurez la liste des entrées-sorties de l'automate programmable, mais également le schéma pneumatique dans lequel vous allez pouvoir voir justement qu'est-ce que j'ai comme distributeur, qu'est-ce que j'ai comme cylindre et comprendre la logique pneumatique qui est câblée pour pouvoir donner les commandes sur vos solénoïdes au travers des sorties de l'automate programmable de façon à avoir le comportement souhaité. Pour info, on peut même faire de la logique avec, ces distributeurs, hein, donc ça ne se fait plus aujourd'hui. On a tendance à programmer ça évidemment dans un automate programmable, mais historiquement, avant que les processeurs et cetera, ça se faisait. Donc par exemple, ici, il faudrait que j'ai la commande A, B et C pour avoir amené mes 3 distributeurs sur cette position-ci à chaque fois, pour laisser passer
mon air comprimé qui puisse alors venir pousser ceci et donc laisser passer la puissance selon la ligne bleue que j'ai là. Donc en gros, la puissance, est un et logique entre mes commandes A, B et C que je vais avoir ici. OK? On pourrait de la même manière venir faire un ou. Si j'ai A ou B ou C, eh ben, il suffit que j'en ai un de ceux-là pour venir pousser sur ce distributeur-ci et faire en sorte que je puisse laisser passer la puissance et donc, on se retrouvait avec, c'est vraiment une parenthèse comme je dis ici, mais dans le passé avec, toute une série de logiques qu'on pouvait réaliser à l'aide de cette technologie pneumatique en venant combiner différents distributeurs les uns avec les autres, un petit peu comme on le fait avec des relais quand on vient, combiner les contacts normalement ouverts, normalement fermés et cetera de nos relais également. Dernière chose, dernier type de composants, dont on va potentiellement, avoir besoin, c'est des composants qu'on va venir mettre entre nos distributeurs, qui sont donc nos préactionneurs et nos actionneurs, hein, donc nos générateurs de vide et nos cylindres simples et double effet et on va se retrouver avec 2 types de composants possibles. Soit on va se retrouver avec, des vannes, ce qu'on va appeler en français des restrictions réglables, donc des vannes qui vont permettre de contrôler le débit et donc de limiter, en fait, ce sont des limitateurs de débit qui vont permettre d'éviter qu'on ait des brusques variations de pression au niveau de nos actionneurs et que donc on ait des à-coups et des chocs potentiels sur notre installation. Et on peut éventuellement venir les associer avec des clapets anti-retour, hein, qui donc un élément qui va laisser passer l'air comprimé dans un sens mais pas dans l'autre, hein. Donc on voit ici que si on devait venir amener de l'air comprimé ici en dessous, ça soulèverait la bille et donc on pourrait passer dans ce sens-là, alors que si on vient dans l'autre sens, ça va écraser la bille et donc on ne va pas pouvoir aller avec notre air comprimé du haut vers le bas d'après le symbole qui est représenté là. Et donc, on pourrait par exemple, en venant combiner les deux, dire qu'on veut avoir une restriction réglable dans un sens pour que dans ce sens-là, le débit soit progressif, mais par contre que dans l'autre sens, on ouvre les vannes à fond pour laisser évacuer l'air comprimé vers l'échappement, par exemple, si c'est nécessaire. Voilà, donc ça c'est fini pour cette partie assez descriptive, concernant tout ce qui est pneumatique. Ce que je vous propose là maintenant et normalement on fait ça en auditoire, mais c'est, d'essayer de comprendre le comportement du schéma qui est représenté là, qui est le schéma d'un des postes, qu'on va utiliser dans le laboratoire, d'automatique séquentielle. Donc je vais vous laisser 3 petites minutes pour un petit peu essayer de comprendre, les différents éléments qui sont présents ici, et de regarder un petit peu, comment est-ce que ça va se comporter. Donc je vous invite à regarder la ventouse ici, donc le générateur de vide, essayer de comprendre, moi avec la sortie de mon automate programmable vide ici, qu'est-ce que je vais réellement pouvoir faire avec ça, comment est-ce que ça va réellement fonctionner et se passer. Et je vous invite également à venir jeter un œil sur le préhenseur qui est là. On va déjà regarder ces deux éléments-là pour voir un petit peu quels vont être les comportements. Je vous laisse 3 minutes pour réfléchir à ça et puis je commente, ou plutôt je vous demanderai à vous de commenter, ça va être nettement plus intéressant. Donc regardez ça, réfléchissez un peu là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout.
Alors, quelqu'un a quelque chose à proposer? Si on s'intéresse à la ventouse ici, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement et quel va être le comportement à votre avis? C'est le cas le plus simple pour commencer. Bah, du coup, moi, je veux bien. Oui, bien sûr, je t'écoute. Pour la On t'écoute ventouse, tous. dans le premier cas, en fait, elle ne va pas être active, on va juste aspirer. On va juste éjecter l'air de... Enfin, je veux dire, elle est à pression atmosphérique, quoi. Oui, tout On à voit fait, la sortie 5 est tout à reliée à la fait, sortie 4. Et tout à fait. on, on envoie l'air nulle part, dans ce cas-là. Ouais. Enfin, on l'envoie à 2, quoi. Est-ce que c'était à ton sens indispensable de venir mettre cette case-ci avec une connexion de 4 vers 5 dans le cas de la ventouse ici? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu typiquement avoir simplement des bouchons qui venaient fermer 4 et 5 sans... Ah si, puisque de l'autre côté de la ventouse, on a... Enfin, je veux Ex- dire, ex- C'est ça. pour moi, on n'en avait pas besoin, parce qu'au Non. final, à droite, on a à dehors, quoi. C'est connecté Ouais. à dehors. Tout à fait, tout à fait. Donc en réalité ici, OK, on a utilisé ça dans le laboratoire pour un petit peu standardiser les modules qu'on utilise, les distributeurs. Mais en réalité, vous voyez qu'on était déjà à l'échappement ici par la droite. Donc même s'il restait au moment où on coupe, la sortie ici pour faire le vide, même s'il y a encore un petit peu de pression résiduelle dans la conduite ici, elle va de toute façon aller à l'échappement, au travers de ce chemin-là. Donc il n'était pas forcément nécessaire d'avoir une connexion entre 4 et 5 ici. Tout à fait. Et donc quand toi, avec ta sortie automate, tu vas venir, mettre ta sortie à 1, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Mais du coup, on va faire le vide dans la ventouse, parce que la pin 1 va être reliée à la pin 4. Tout à fait. Et pendant tout ce temps-là, tout l'air comprimé qu'on va envoyer va servir à faire le vide et puis va être rejeté à l'échappement. Donc vous aurez l'occasion de voir ça dans le labo. Ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui fera le vide à côté de vous, vous allez entendre un magnifique chut qui est l'air comprimé qui est en train de filer à l'échappement. Et donc évidemment, ça a une certaine consommation énergétique de faire ça, puisque derrière, on se retrouve avec notre compresseur qui doit tourner pour venir recomprimer tout l'air qu'on est en train d'envoyer à l'échappement. D'où le fait que je vous disais tout à l'heure que quand on travaille avec du pneumatique, on n'est pas en circuit fermé, on est en circuit ouvert, ce qui explique le faible rendement de cette technologie. OK, quelqu'un pour le préhenseur ici? Il y a bien quelqu'un de motivé, non? Bah, moi, je veux bien encore, mais Ouais, ouais, tu peux, mais il y a personne d'autre qui a envie d'essayer de commenter ça? bon. Vas-y Sacha, on Bah, t'écoute. du coup, dans l'état de repos, comme on est là, donc on n'applique pas la position descendre, on garde le préhenseur dans la position où il est affiché là. Donc en fait, on a la pin 1 qui est connectée à la pin 2, et du coup, bah, allez, on met de l'air comprimé dans la partie droite du cylindre, voilà. D'accord, ouais, tout Du à coup, fait. il bouge pas. Ouais, Par contre, si on met avec notre automate programmable la commande descendre, bah, on reliera la pin 1 à la pin 4, et du coup, il y aura de l'air qui rentrera dans la partie gauche du préhenseur, et on étendra le préhenseur, quoi. tout à fait. Et alors au niveau des variations de pression, qu'est-ce qui va se passer alors quand tu vas faire ça? Quand tu vas venir mettre la sortie descendre à 1. Donc tu l'as dit, on va connecter 1 à 4 à ce moment-là, on va laisser passer l'air ici, puis on passe à travers ceci. Qu'est-ce qui va se passer alors? Euh, Et les autres peuvent répondre aussi, hein, n'hésitez pas à aider Sacha, hein. donc quand on connecte à 1, donc c'est-à-dire que du coup, on met de l'air à gauche. C'est ça, tout à fait. Euh, En tout cas, l'air à droite va être évacué. Euh, Oui, l'air à je sais droite pas va si- être évacué, ça c'est certain, puisqu'on aura la connexion ici entre 2 et 3, et donc on viendra bien à l'échappement à ce moment-là. Mais au niveau de la montée en pression, est-ce qu'on va être limité ici au niveau de la montée en pression dans la chambre de gauche? J'avoue que je sais pas trop. Non, Regarde, voilà, tout à fait. Vas-y, tu peux, Yoni, tu nous expliques pourquoi? ben, en fait, parce que ça va passer par, enfin, ça va débloquer la bille du clapet anti-retour. Tout à fait. Donc on va se retrouver ici avec une restriction réglable qui limiterait le débit, mais on a le clapet anti-retour qui est mis dans ce sens-ci, qui va faire que la bille va se soulever et qu'on va pouvoir venir avec l'air comprimé plein pot sur la partie gauche qu'on a ici. Par Mais contre, par contre, dans le temps, on sera limité par le limiteur.
Voilà, exactement. Par contre, vous voyez qu'ici, l'air qu'on va chercher à évacuer, lui, ne va pas pouvoir passer par ce clapet anti-retour, va devoir passer par le limiteur, et donc on va quand même éviter d'avoir un à-coup brusque sur notre préhenseur ici, à l'aide de cette restriction-là. Si on avait changé la logique, enfin, puisque oui, c'est une forme de logique, hein, si on avait changé les équipements qui sont présentés ici, donc dans la partie droite. Si ici on n'avait rien mis, alors qu'est-ce qu'on aurait eu comme comportement si on n'avait rien mis de ce côté-là de notre distributeur? Ce qu'on aurait eu, c'est qu'on aurait eu un mouvement de la gauche vers la droite dans lequel on pouvait passer ici au travers du clapet anti-retour, et donc là on aurait pu faire un mouvement brusque de la gauche vers la droite et avoir potentiellement un à-coup. Alors que si on avait cherché à faire un mouvement dans l'autre sens, notre débit aurait été obligé de passer cette fois-ci comme ceci, là, par la restriction réglable, et donc on aurait pu avoir un comportement qui était asymétrique, c'est-à-dire que dans un sens, on permettait d'avoir un à-coup, tandis que dans l'autre sens, on allait avoir une évacuation progressive de l'air, et donc un mouvement qui est plus doux au niveau de la tige qui se déplace dans le cylindre. OK. Donc voilà, c'est intéressant que vous compreniez ce qu'il y a là derrière, parce qu'en juste en venant mettre ces petits éléments-là, on va permettre d'avoir des à-coups ou de ne pas avoir des à-coups dans un sens ou dans l'autre. On en reparlera lors du laboratoire, hein. Le laboratoire est clairement l'occasion de pratiquer tout ça et de se poser des questions, puisque vous aurez un schéma pneumatique de ce type-là sous vos yeux, et vous pourrez, à l'aide des sorties de l'automate, tester un petit peu le comportement et voir comment ça se présente. Mais je voulais quand même que vous ayez déjà un peu réfléchi à ça avant. Il y a 2 questions. Joseph, je t'écoute. En fait, monsieur, ça veut dire que quand on va comprimer, on doit passer par la bulle et quand on doit évacuer, on doit passer par le limiteur. Dans ce que j'ai fait, dans ce qui est présenté ici pour le préhenseur, oui, c'est ça. Quand on va comprimer, à chaque fois, quand on va vouloir aller par là, on va pouvoir passer par la bille, et donc on n'est pas limité. Et c'est l'évacuation de l'air qui, à chaque fois, va passer au travers du limiteur de débit dans ce cas-ci. Ok. On aurait pu avoir un comportement similaire en faisant l'inverse, hein, et en disant que c'était sur la montée en air qu'on était limité, et que par contre sur l'évacuation, on pouvait y aller plein pot. Ça donnait un comportement qui était similaire. Ok. Martin, tu avais aussi une question? Oui, et pourquoi on n'a pas que 2 limiteurs dans ce cas-ci? Ça aurait pu fonctionner ou pas? Alors, si tu mettais 2 limiteurs, tu limitais à l'évacuation et à la mise sous pression, et donc ça aurait tout à fait pu fonctionner également, ouais. Ok. Et j'avais aussi une autre question Oui. pour la ventouse. Nous sommes donc ici, c'est un 2 ports et avec 5 positions alors, C'est puisqu'il ça. il y a 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Donc c'est un distributeur 5, 2. Celui-là est un 5-2. Ici, on a un 5-3, puisqu'on se retrouve avec 5 ports, 3 positions. Ici, on a à nouveau un 5-2, un 5-2, et ce que vous avez là en dessous, ce sont tous des 5-2, sauf celui-ci qui est un 3-2 également. Et alors, pourquoi, par exemple, dans le cas de la ventouse, on ne serait pas parti justement sur bêtement, On- un 4-2? 2-2, on aurait même pu avoir un 2-2, hein. Dans Ouais, l'absolu, tu aurais pu avoir un distributeur qui ressemblait à ceci, avec une connexion comme ça, et dans l'autre cas, simplement quelque chose dans ce goût-ci, hein. On aurait tout à fait pu. On aurait tout à fait pu. Je vous avoue que c'est pas moi qui ai travaillé sur la conception de ces bancs didactiques, hein. Pour être même complètement transparent avec vous, ces bancs didactiques existaient déjà quand moi j'étais étudiant à l'ECAM, et je suis sorti de l'ECAM en 2004, hein, donc ça vous ramène quelques années en arrière. Il y a juste que, évidemment, les automates programmables ont été modernisés, etc. On a remis tout ça au goût du jour. Mais la partie mécanique et pneumatique, elle était déjà existante, et c'est pas moi qui ai travaillé à la conception de ça. Donc je sais pas, je crois que l'idée, ça a été d'essayer de standardiser et de ne pas s'étaler dans plein de modules différents. D'où le fait que tu vois ici que tu as tous des modules qui sont identiques pour justement limiter le nombre de pièces, de stock de pièces détachées, de rechange qu'il faut, etc. Je crois que c'était ça la volonté. Mais comme j'ai pas été impliqué dans l'exercice à l'époque, je peux pas le garantir. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Très bien. Donc, ceci clôture cette parenthèse sur la technologie pneumatique, hein. L'idée, c'est pas de vous rendre expert là-dedans,
mais que vous sachiez lire un plan, un petit peu réfléchir par rapport à cette logique et puis voir que, en fin de compte, ce qu'on va programmer dans notre automate programmable va être fonction de ce qu'on aura choisi comme technologie, hein, d'où le fait que ça a un intérêt réel de quand même passer un peu de temps là-dessus. Et donc, vous voyez que maintenant, on peut revenir sur ce fameux slide et un petit peu nuancer, hein, en se disant que la partie puissance, elle pourrait aussi bien être avec de l'énergie électrique que de l'énergie pneumatique et que la partie commande, elle va donc pouvoir passer au travers de relais, de contacteurs, mais éventuellement au travers de distributeurs en fonction de la technologie qu'on va souhaiter utiliser. Donc ça, c'est quelque part le slide précédent corrigé. Maintenant, on a une vue sur ce qui existe au niveau des technologies pneumatiques. Ok, donc on revient sur le concept de base, gestion de projet. On faisait un graph set de niveau 1 qui était hyper général, voilà, pour n'importe quelle technologie qui ne tenait pas compte des modes de marche à part du mode de marche production, installation fonctionnelle, point barre. Et puis, deuxième étape, là, on va spécifier justement quelle technologie, qu'est-ce qu'on va utiliser comme capteur, comme actionneur. On va à ce moment-là revoir notre graph set en tenant compte de ces technologies et puis on va travailler également sur les modes de marche spécifiques qu'on va vouloir implémenter et sur l'aspect sécurité pour obtenir ce qu'on appelle le graph set de niveau 2. Et donc entre les deux, on va avoir une évolution qui va être liée aux technologies qu'on est venu choisir. Alors, je vous donne un petit exemple pour vous illustrer ça, hein. Notre fameuse ligne de bouchonnage ici, on avait dit que quand on travaillait avec un graph set de niveau 1, il n'y avait pas de bouton start, il n'y avait pas de bouton stop, on avait juste une commande start, on ne savait pas comment elle venait. Et puis, on se retrouvait ici à gérer la logique uniquement dans ce mode de fonctionnement qui était le mode de production. Lorsqu'on va se retrouver avec un graph set de niveau 2, un graph set dit également technologique, hein, donc le graph set de niveau 1 est le graph set fonctionnel, le graph set de niveau 2 puisqu'il tient compte de la technologie est dit graph set technologique. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va avoir défini une certaine technologie et on va par exemple pouvoir venir dire que pour gérer nos mouvements du haut et du bas, on va faire ça à l'aide d'une technologie pneumatique. Donc, on va ici avoir notre unité de traitement de l'air qui va permettre de filtrer, de mettre sous pression. On a une vanne qui permet de venir mettre le restant de l'installation sous pression ou pas. Et puis, on va se retrouver ici avec un distributeur et il a été choisi un distributeur 5-3 puisqu'on se retrouve bien avec 5 orifices et 3 positions possibles. Et on se retrouve ici avec un cylindre qui est donc notre actionneur, qui est un double effet puisque vous voyez qu'il n'y a pas de ressort et qu'on se retrouve bien avec 2 orifices ici. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer la logique à ce moment-là? On va avoir nos modes de marche qui vont être implémentés. Si jamais on a la commande Start, et maintenant on peut préciser que le Start est lié à un bouton poussoir puisqu'on a choisi les technologies. Si on a Start et pas Stop, on va venir ici dans notre mode de fonctionnement F1. Et si jamais on est donc dans cette étape numéro 2, qu'on est en position haute, on va faire avancer notre bande transporteuse jusqu'à avoir un front montant sur position. À ce moment-là, on va pouvoir descendre et donc en donnant la commande down, on va venir décaler cette case-ci et venir la mettre là au milieu, ce qui va faire qu'on va avoir une connexion entre 1 et 4 et donc on va pouvoir venir mettre de la pression là au-dessus et faire descendre la tige et l'air comprimé qui était stocké dans cette chambre-ci va au travers de la restriction pouvoir être évacué de 2 vers 3 qui, comme vous le voyez, est bien connecté à l'échappement. Donc, on va réaliser notre mouvement vers le bas de la sorte. Et puis après, une fois qu'on aura atteint notre position basse, qui va probablement être un fin de course qui va nous permettre de détecter ça, là aussi, la technologie peut maintenant être définie. On va pouvoir donner la commande pour aller vers le haut. Quand on va donner la commande pour aller vers le haut, on va relâcher la commande vers le bas. Et donc, on va venir glisser cette case-ci, cette fois-ci, dans notre position intermédiaire, ce qui va permettre de venir mettre la pression là et de venir remonter notre cylindre. Donc ça, c'est un cas, un graph set qu'on aurait géré avec un certain choix technologique. Imaginons maintenant qu'à la place de travailler avec un distributeur 5.3, j'ai décidé de travailler avec un distributeur 5.2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Avec mon distributeur 5.2, je suis venu mettre une bobine d'un côté et je suis venu mettre un ressort de rappel de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais venir donner ici la commande down, je vais avoir la connexion entre 1 et 4 qui va permettre de venir amener l'air comprimé comme on l'avait eu avec la technologie précédente dans la chambre du dessus. L'air comprimé qu'il y avait dans la chambre du dessous va pouvoir, au travers de cette connexion-ci, donc entre 2 et 3, être rejeté à l'ambiance, à l'atmosphère. Par contre,
Dès que je vais relâcher ma commande down, je vais avoir le ressort qui va venir rappeler mon distributeur et va faire en sorte que j'obtienne ma connexion entre 1 et 2 qui, à nouveau, au travers du clapet anti-retour, va permettre de venir remonter ma tige et l'air qui était stocké dans la chambre supérieure va cette fois-ci pouvoir être évacué au travers de la connexion 4.5. Donc vous voyez que là, j'ai plus besoin de venir me prévoir une étape dans laquelle je fais une commande up. Je vais simplement pouvoir dire ici, je suis dans mon état de repos, on m'a donné la commande start, je fais avancer ma bande transporteuse jusqu'à avoir un front montant sur mon capteur de position. À ce moment-là, je donne ma commande down de façon à faire passer l'air comprimé et à descendre mon cylindre et je tiens toujours mon bouchon. Et quand j'arrive en position basse, j'arrête tout ça, je viens me remettre juste en position de repos. Et quand je reviens en position de repos, puisque la commande down n'est plus dominée, mon cylindre va automatiquement remonter et je viens rajouter ici simplement le fait qu'il faut que j'ai atteint la position haute avant de pouvoir faire avancer ma bande transporteuse. Et vous voyez qu'on a pu venir même supprimer une étape de notre graph-set. Donc c'est un exemple, mais c'est pour vous illustrer qu'au total, la technologie choisie va potentiellement avoir une influence sur le graph-set technologique. Donc c'est là qu'on voit que celui-ci était quelque chose d'hyper général, valable pour n'importe quelle technologie. Une fois qu'on a choisi la technologie, on va l'enrichir avec les modes de marche, mais potentiellement l'épurer de certaines choses parce qu'il y a peut-être certaines étapes dont on ne va plus avoir besoin à cause des choix technologiques qui ont été posés. Ça va, ça vous paraît clair? Ok. Bon, alors, l'objectif, c'était quand même d'arriver à maintenant traduire ce graph-set. Donc là, ici, on est toujours sur papier. On voit que les choix technologiques ont eu une certaine influence, mais maintenant, il faudrait arriver à venir traduire ce graph-set, le réaliser en tant que tel. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Ça va être la dernière étape du projet. On n'est plus dans une phase de design et d'études où on a choisi les technologies, etc. On va maintenant venir traduire le graph-set technologique en une réalité dans notre système de contrôle. Et le système de contrôle, nous ici, on va travailler avec un automate programmable puisqu'on a vu que c'était la technologie la plus flexible, qu'on pouvait facilement reprogrammer, changer la logique, etc. Mais on pourrait très bien faire ce graph-set à l'aide de logique câblée, telle que vous l'aviez fait pour ceux qui étaient à l'ECAM l'année passée dans le cadre du bureau d'études de schématique électrique. On pourrait faire ça avec des portes logiques électroniques, etc., sans aucun problème. Nous, maintenant, on va évidemment se focaliser sur la partie automate programmable, puisque c'est ce qui s'utilise le plus dans la pratique et que c'est également ce que vous allez appliquer dans le cadre du laboratoire ici. Alors, pour pouvoir faire ça, on va venir traduire donc notre graph-set de niveau 1 qui a été traduit en un graph-set de niveau 2 ici avec les différents modes de marche et on va venir traduire ça dans un langage de programmation de l'automate programmable qui s'appelle le SFC. SFC, c'est l'abréviation de Sequential Function Chart. Et ce langage de programmation ressemble très fort au graph-set, mais sans être complètement identique. Et ce que je vais essayer de faire là maintenant, c'est justement d'attirer votre attention sur les différences qu'il y a et les points d'attention qu'il faut avoir entre notre étude sur papier et sa traduction dans le langage de programmation de notre automate programmable. Alors, ce langage de programmation ne fait pas partie du standard lié au graph-set, puisque le standard lié au graph-set se focalise sur l'outil descriptif du comportement d'une installation séquentielle et c'est tout, alors qu'ici, on est dans l'aspect réalisation, donc il s'agit de langage de programmation de l'automate, donc en fait, ce langage fait partie de la norme IEC 61131-3, si vous vous rappelez du tout premier cours que j'ai donné, c'est la norme qui décrivait également les types de variables, les types de blocs fonctions, etc., qu'on allait retrouver dans les automates programmables, et donc également les langages de programmation sont décrits là. Et il n'y a pas de convertisseur de graph-set vers ce langage de programmation dans les logiciels. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui existe au jour d'aujourd'hui. Peut-être que ça viendra dans le futur, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est présent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le logiciel
le voilà, de programmation avec lequel vous allez travailler donc, dans le laboratoire. Ça s'appelle Unity Pro. La toute première séance de laboratoire est dédiée à la prise en main du logiciel. Donc, pas de panique avec ce que je vais vous montrer maintenant. Vous allez avoir 3h30 de labo pour vous familiariser avec le dispositif sur lequel vous allez travailler, voir quels sont les signaux, les commandes qu'on peut passer, voir un petit peu la logique pneumatique et prendre en main ce logiciel de programmation. Donc, on aura le temps de faire ça paisiblement, pas d'inquiétude. Si je viens dans mon logiciel de programmation, dans ma tâche maître et que je dis que je veux rajouter un morceau de code, qu'on appelle ici une section, je vais pouvoir venir choisir différents langages de programmation. On avait parlé du ladder précédemment, c'est la logique avec des contacts et des bobines qui ressemblait très fort à ce qu'on avait en logique câblée. Ici, on a également notre langage SFC, donc Sequential Function Chart, qui est disponible ici. Et si je viens choisir ce langage-là, je me retrouve avec une page graphique dans laquelle je vais pouvoir venir mettre des étapes et entre ces étapes, des transitions comme vous pouvez le voir là. Et donc, on va pouvoir prendre ce qu'on avait fait sur papier et venir le traduire dans le langage de programmation de notre automate programmable. On va se retrouver également avec des divergences en et. Vous voyez ici la double barre et je suis après une transition, donc c'est bien une divergence en et qui va me permettre de repartir ici sur 2 étapes différentes. Mais si je le souhaite, je pourrais venir augmenter le nombre d'étapes que je vais pouvoir venir mettre là derrière. Puis je vais pouvoir venir mettre des transitions également. Je pourrais tout à fait imaginer que je souhaite après cette étape-ci plutôt venir mettre une divergence en ou. Donc je vais pouvoir ici venir mettre ça et puis venir encore remettre des étapes à la queue leu, venir mettre ma convergence en ou, mais il faut d'abord que je vienne remettre des transitions. Donc on va ici, oups, je l'ai mal placé, pouvoir venir remettre notre convergence en ou. Et puis, comme on était sur une divergence en et, on va devoir venir remettre une convergence en et également, qu'on peut venir mettre ici. Oups. Exemple, la tirer pour l'élargir un petit peu. Et derrière ça, venir reboucler vers notre étape initiale. Oh, voilà. Vous voyez, donc on a vraiment un éditeur graphique qui permet de faire quelque chose de très 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 proche avec ce qu'on avait fait sur papier précédemment. On va pouvoir venir éditer les transitions. Donc, on va pouvoir ici venir mettre des valeurs booléennes, donc des variables qui vont devoir être testées, ou bien venir mettre une section de code pour avoir créé une équation booléenne. Et alors, on va créer une section de transition. Et dans cette section, on va pouvoir programmer la logique avec, par exemple, du ladder comme langage de programmation. Et on va également pouvoir, quand on va venir sur les différentes étapes, on va pouvoir venir définir des actions. Quelles sont les actions qu'on va vouloir exécuter quand l'étape est active, etc. On va y revenir tout de suite. Donc, vous voyez qu'on se retrouve avec, on n'a pas les petits carrés avec les actions ici à côté, mais c'est en cliquant sur l'étape qu'on va avoir la possibilité d'aller voir quelles sont les actions prévues. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous décris ça, mais s'il y a la moindre question, si vous voulez que je vous montre quelque chose d'autre ou que je clarifie un ou l'autre élément, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Alors, je ne l'avais pas montré. Il y a également moyen de venir définir qu'une étape est une étape initiale en faisant un double clic dessus et en venant simplement choisir ici étape initiale, conclusion. On va se retrouver avec un double cadre autour de l'étape en question, ce qui correspond bien donc à notre étape initiale. Vous voyez qu'on a une petite flèche ici qui nous indique qu'on reboucle bien du bas vers le haut pour retourner vers l'étape initiale en question. Donc on a bien des liaisons qui sont orientées et on se retrouve avec nos différentes transitions, éventuellement des noms de variables ici. Donc ici, il nous fallait position, éventuellement le nom de la variable position ici qui est directement évalué lors de cette transition-là. Et puis, on se retrouve avec les étapes. Et ces étapes, on peut également venir leur donner un nom spécifique. Donc, par défaut, vous voyez qu'il a ici créé des noms qu'il est venu incrémenter. S pour step et puis qui est un premier indicatif, et à chaque étape que j'ai rajouté, il a incrémenté le deuxième indicatif de un cran. Et donc, voilà, il y a moyen de venir changer le nom des étapes également si on le souhaite pour essayer d'avoir quelque chose le plus clair possible. Alors, il y a moyen d'avoir plusieurs séquences sur une même feuille.
Donc tel qu'on l'avait représenté tout à l'heure, ce que j'ai fait sur le whiteboard également, j'avais une feuille sur laquelle j'étais venu mettre plusieurs séquences les unes à côté des autres. Et ici, on va pouvoir avoir la même chose avec plusieurs séquences sur une même feuille. Et regardez, on se retrouve ici avec la possibilité de venir coordonner nos séquences. Donc l'élément que vous avez là en dessous, S10.1.x, c'est quoi? C'est le bit d'activité qui correspond à l'étape qui s'appelle S10.1 qui est ici. Okay, donc, nous, dans notre graph set, si cette étape-là s'était appelée, si on avait dit que l'étape en question, et qu'on était encore sur papier, que l'étape en question était par exemple l'étape 1, on aurait dit ici que c'était X1 qu'il fallait utiliser. Dans le langage de programmation de l'automate, ce n'est pas le X qui vient se mettre devant le nom de l'étape, ça va être le nom de l'étape, point X, qui correspond à la variable booléenne en question. Et donc, si je viens voir ça, je peux aller dans mes variables, dans les variables de mon application, ici, dans les variables élémentaires, et je peux demander à avoir des variables de type structure. Et en fait, quand je viens choisir ces variables de type structure, ce que vous voyez, c'est que le logiciel m'a créé toute une série de variables structurées ici. Et si je viens voir donc qui correspondent par ailleurs à chacune de mes étapes, si je viens ici, si je reviens là, changer et que je dis que ça, c'est par exemple une étape que je vais appeler init, pour dire que ça, c'est le nom de mon étape initiale. Si je reviens là, vous voyez qu'il m'a changé le nom. J'ai donc mon étape init et sur mon étape init, j'ai une variable booléenne qui est x. Donc en tapant init.x, je vais pouvoir venir voir si l'étape en question est active ou pas. Donc on a directement accès à l'information de la même manière que ce qu'on avait dans le graph set. Si jamais on se retrouve à vouloir programmer une équation booléenne pour pouvoir ici passer de l'étape init à la deuxième étape, soit on peut venir mettre ici simplement une variable booléenne. Si maintenant c'est une équation booléenne, je vais pouvoir faire un morceau de code et je vais pouvoir dire ça c'est ma transition de 1 vers 2 par exemple. Et puis je peux venir définir que ce bout de code, je veux le programmer en ladder. Et je me retrouve avec une bobine qui va donc être passante pour venir valider la transition en question. Et je vais pouvoir ici, en amont de la bobine, venir mettre une série de contacts en série ou en parallèle, etc. pour pouvoir venir écrire directement mon équation booléenne qui correspond à la transition en question. OK, donc ça, on a la possibilité de le faire là pour venir éditer les équations booléennes des réceptivités des différentes transitions. Quand c'est une simple variable booléenne, on met simplement le nom de la variable booléenne à ce moment-là. Donc la variable .x, je vous en ai déjà parlé. Les actions qui sont exécutées, je vous avais rapidement montré, mais je reviens là-dessus. Imaginons que dans cette deuxième étape ici, je souhaite exécuter. Ce que je vais pouvoir faire, c'est venir ici et venir dire, je veux faire une action, par exemple, sur une première variable. Alors, je vais aller créer juste une variable ici. Et une variable entier 1 de type entier. Voilà, comme ça, je crée des variables pour pouvoir venir faire des actions dessus. Si je reviens ici sur mes actions, je vais pouvoir aller choisir la variable booléenne 1, par exemple, et venir dire que je voudrais bien simplement avoir pas de qualificatif particulier. Je souhaite simplement faire en sorte que la variable bool 1 soit mise à 1 quand l'étape en question est active. Donc là, je suis venu programmer une action continue. Cette variable est mise à 1 quand l'étape en question est active simplement. Ce que j'aurais aussi pu faire, c'est venir faire un set. Donc pour pouvoir faire une action mémorisée, dans notre graph set sur papier, ça, on serait venu l'écrire en écrivant simplement que dans notre étape en question, on allait faire bool 1, 2 points égales, true. Et là, on était venu mémoriser, avec une action mémorisée, le fait qu'on vienne mettre cette variable à 1. Donc, même quand l'étape en question n'est plus active, la variable en question reste à 1. Et ça, on va pouvoir le faire ici avec le qualificatif set. Et donc, vous voyez, je vais pouvoir venir avoir toute une série de qualificatifs que je vais vous décrire après, mais qui vont permettre de venir programmer des actions mémorisées ou bien des actions qui vont être continues dans l'étape en question. Donc, j'ai la possibilité
de faire ça, j'ai également la possibilité d'appeler une section. Et là, le principe, ça va être que si jamais l'étape est active, eh ben, la section de code va à ce moment-là être exécutée et on va venir exécuter les actions qui sont demandées dans la section de code à ce moment-là simplement. Alors, là, ce que j'ai fait, il y a une question. Oui, J'ai une petite question. dis-moi. Au niveau du programme, une fois que le programme il est fait, est-ce que c'est basé sur le même principe qu'un Arduino, par exemple, pour l'uploader sur le PLC, ou ça fonctionne comment? Oui, c'est le même principe. On va devoir compiler le code pour Mhm. s'assurer qu'il n'y ait pas de génération. Et puis, on va le télécharger dans l'automate programmable. Et puis, l'automate programmable est par défaut à l'arrêt. Et on va devoir lui donner une commande de run pour qu'il commence à exécuter le code. Et à ce moment-là, il fait l'acquisition de ses entrées et il met à jour les sorties sur base de la logique qu'on a programmée. Tout à fait. Donc n'importe quel ordinateur pourrait faire un code et venir juste le brancher sur le PLC, quoi. Ouais, sauf que il lui faut un code compilé et interprétable par le processeur du PLC. Donc, il te faut le logiciel de programmation qui est le seul a priori à être capable de compiler le code que ton automate comprend, quoi. Et ce logiciel-là, c'est un truc que tout le monde peut avoir, ou bien c'est spécifique Bah, sur l'ordinateur à l'ECAM alors, de laboratoire? Ah non, concrètement, sur l'ordinateur à l'ECAM, vous allez tous pouvoir avoir le logiciel sur votre PC parce qu'on a un accord avec le fournisseur du matériel, avec Schneider Electric, et on a une licence qui est une licence enseignement qui nous permet de vous mettre à disposition le logiciel tant que vous êtes étudiant à l'ECAM. Donc, vous ne pourrez pas, et on vous expliquera ça au premier labo, mais vous n'aurez pas le droit d'utiliser ce logiciel dans un cadre autre que celui de votre vie étudiante à l'ECAM. Mais dans le cadre de l'utilisation à l'ECAM, vous pourrez travailler avec le logiciel sur votre PC sans aucun problème. Ok, ça va, merci. Je t'en prie. Voilà, alors ce logiciel de programmation, celui que moi je vous ai montré, c'est celui de Schneider, mais les autres marques proposent également des logiciels de programmation qui ont également, évidemment, pour leurs automates, ce langage SFC. Alors, je vous montre ici une seconde marque qui est Beckhoff. Le logiciel de programmation de Beckhoff s'appelle TwinCat. Le logiciel de programmation de Schneider, c'est Unity Pro, peu importe. Vous voyez ici que le look and feel est un petit peu différent parce que chez Beckhoff, vous avez étape initiale, transition, étape, transition, etc. Mais par contre, vous voyez qu'ici, on peut directement venir programmer notre équation booléenne de la réceptivité. On peut directement venir la programmer à côté de la transition. Alors que ça, ce n'était pas quelque chose qui était disponible chez Schneider. On était obligé d'aller éditer une section de code pour pouvoir venir faire ça à ce moment-là. Tout comme ici, on ne peut pas venir refermer la boucle. On doit lui dire, on fait un renvoi vers l'étape A1, mais il ne représente pas visuellement le retour qu'on avait, alors que chez Schneider, on avait bien ce retour qui était visuel. Les actions qu'on va pouvoir associer à des étapes, ici, elles sont représentées directement à côté dans des cases, avec à chaque fois l'indicatif, sur lequel je vais revenir tout de suite, et l'action en question qui est directement visible, alors que chez Schneider, elle n'était pas directement visible. On devait aller sur l'étape et aller voir ce qu'il y avait derrière pour pouvoir avoir une idée des actions qui étaient exécutées dans l'étape en question. Et vous voyez que chez Beckhoff, si vous utilisez deux structures, deux séquences différentes, on va se retrouver avec deux fiches SFC différentes aussi. Donc, cette fameuse norme IEC 61131-3 qui veut standardiser les langages de programmation, elle est restée assez évasive concernant spécifiquement ce langage de programmation SFC. Et elle a laissé pas mal de liberté aux fabricants d'automates programmables pour présenter les choses d'une manière ou d'une autre. Concrètement, les fonctionnalités qui sont derrière sont les mêmes, mais le look and feel est un petit peu différent. Et donc, pour quelqu'un qui a l'habitude de programmer avec une marque d'automate, là, s'il programme avec ce langage-là et qu'il va sur une autre marque d'automate, il va lui falloir un tout petit peu de temps pour retrouver ses billes. Ce n'est pas juste un copier-coller. Le look and feel est un petit peu différent. Voilà, petit aparté. On avait vu chez Schneider dans les actions, donc si je revenais ici sur les actions que je pouvais exécuter, on avait vu ici qu'il y avait toute une série de qualificatifs. En l'occurrence, on va retrouver également les mêmes qualificatifs ici chez Beckhoff. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme qualificatif possible? Si vous mettez N ou non, ça revient au même, c'est une action qui est continue, donc non mémorisée. C'est pour ça que le N est placé pour non-stored. Le R, c'est un reset, donc c'est une action mémorisée
qui est la remise à zéro d'une variable booléenne. Le set, c'est une action mémorisée qui va mettre notre variable booléenne à 1. Et puis, on a la possibilité d'avoir des actions conditionnelles qui sont limitées dans le temps, qui sont retardées dans le temps. On a la possibilité d'avoir une action pulsée qui donc va être exécutée seulement pour un cycle automate quand on rentre dans l'action en question. Donc, ça va nous donner quelque chose de similaire à ce qu'on a ici avec P1. Quand on active l'étape ponctuelle, quand on désactive l'étape, on a également une action ponctuelle avec le P0. Et puis, il y a moyen de faire une action qui soit retardée dans le temps et mémorisée également, qui est l'action de type DS ici. Donc, on a toute une série de qualificatifs qui vont donc permettre de revenir sur ce qu'on avait vu au graph set et de faire ces actions conditionnelles, mémorisées, continues, etc. Alors, il y a un point ici qui est important à souligner, c'est le fonctionnement du cycle automate par rapport au fonctionnement de notre graph set. Et donc là, je vais essayer d'être le plus clair possible par rapport à ça. Si j'ai programmé ceci dans mon automate programmable, je vais donc avoir à un certain moment une étape qui est active, ou éventuellement, vu que j'ai eu des divergences en et, plusieurs étapes qui sont actives, et l'automate va exécuter les actions en question. Il va faire ça lors de son cycle. Donc l'automate, rappelez-vous, le cycle automate, on prend une photo des entrées, on exécute la logique, on met à jour les sorties et on recommence et encore et encore et encore. Et donc mon automate qui a pris la photo des entrées va venir ici dans sa tâche maître, voir qu'il a une section de code à exécuter qui est celle-ci et il va regarder quelle est l'étape qui est active. Et dans l'étape active, il y a des actions à effectuer. Et donc, il va dire, OK, il va falloir que je prévoie de mettre telle sortie à 1, il faut que j'incrémente tel compteur, etc., etc. Il va également vérifier si derrière les étapes actives, les transitions qui suivent ne peuvent pas être validées. Si c'est le cas, il va désactiver l'étape active et activer l'étape suivante et donc piloter les actions sur base de ça. Et puis, c'est tout. Il va passer à la suite de son code, il va mettre à jour les sorties et puis il va revenir, reprendre une photo des entrées, revenir dans le code, regarder quelles sont les étapes actives, est-ce qu'on peut franchir certaines transitions, oui, non, quelles sont les actions à réaliser, il met à jour les sorties et il recommence ça, etc. Donc, ce n'est pas parce que ici vous avez quelque chose de cyclique que ce cycle-ci est synchronisé avec celui de l'automate. Il y a le cycle de l'automate qui est de dire je lis mes entrées, j'exécute mon code, je mets à jour mes sorties. Et dans ce cycle automate, dans le code, on va se retrouver avec certaines étapes du graph set, qui est certes quelque chose de cyclique aussi, mais qui n'est pas synchronisé avec le cycle automate. On se retrouve avec certaines étapes du graph set qui sont actives à certains moments donnés, pour lesquelles l'automate va à chaque fois regarder est-ce que je peux pas passer à l'étape suivante, quelles sont les actions que je dois exécuter, et puis après, il va rentrer dans la suite de sa logique et faire d'autres choses avant de revenir au cycle suivant, rescanner ce graph set. Ok, donc il faut bien ne pas confondre les deux cycles, le cycle du graph set, le cycle automate, c'est pas la même chose. Ça vous paraît clair? C'est vraiment une notion importante sur laquelle il y a des étudiants qui ont parfois du mal. Mais si vous répondez pas, soit c'est que c'est très clair, soit c'est que ça l'est pas du tout. C'est clair. Ok, ça va. Monsieur, Oui, donc si j'ai bien compris, le cycle graph set, c'est une partie du cycle automate. c'est ça, ouais, tu peux le voir comme ça. Donc ton automate va, quand il va exécuter la section de code en question, regarder dans le graph set quelles sont les étapes actives, est-ce qu'il y a des transitions à valider pour changer les étapes actives, quelles sont les actions associées à ces étapes. Et puis, il va continuer dans sa logique parce que tu pourrais très bien avoir en plus de cette logique séquentielle, avoir de la logique booléenne, avoir de la régulation, des boucles PID qui tournent sur l'automate, qui vont aussi être testées, validées, etc. à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il ne regarde plus l'évolution du graph set jusqu'au cycle automate suivant. Donc lui, il y a un moment, quand il rentre dans cette logique du graph set, enfin SFC ici, dans ce langage de programmation, il regarde qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce que je dois faire sur base de ça, et puis il passe à la suite. Et il y reviendra au cycle automate suivant, etc. Merci. Il n'y a pas de quoi. Monsieur, Oui. j'ai une petite question, enfin c'est peut-être une question débile, mais Non, t'en fais pas, il n'y a pas de question débile, il n'y a que des réponses débiles. pour le graph set, donc comme vous avez dit dans la logique, on peut avoir plusieurs graph sets. Ouais, Est-ce que c'est plusieurs possible, séquences. ouais, plusieurs séquences, est-ce que c'est possible de donner une certaine priorité à cette séquence ou pas?
Alors, tu parles de ça par rapport à la hiérarchie que nous, on avait vu avant avec Ouais, le c'est graph ça. 7? Si maintenant on peut, dans un même cycle automate, est-ce qu'il peut y avoir une certaine priorité en fonction des différentes séquences ou pas? Ben, c'est en réalité toi qui vas créer cette priorité et cette hiérarchie à l'aide des interactions que tu vas avoir. Tu vois ici le fait que cette tâche en vert doivent attendre que cette tâche-ci soit dans l'étape 12 pour pouvoir évoluer, fait en sorte qu'elle dépend de la tâche supérieure. Donc, c'est de cette manière-là qu'on crée une certaine hiérarchie et que ça peut amener, entre guillemets, à avoir une certaine priorité. Mais dans l'automate programmable, toi, tu n'as pas un outil directement qui te permet de dire que ça, c'est prioritaire par rapport à ceci ou à cela. Et d'ailleurs, on va y revenir parce que ta question, par extension, va peut-être nous amener à nous dire, ben, si jamais je dois à un moment pouvoir piloter une sortie dans cette tâche-là, mais que la même sortie doit éventuellement être pilotée dans celle-là ou dans celle-là, comment est-ce que l'automate va gérer laquelle de ces séquences serait prioritaire pour contrôler ma sortie? Je ne sais pas si c'est ça que Mhm. tu voulais éventuellement Ouais, dire. ouais, Ah c'est ben, ça. on va y revenir. Laisse-moi 5 minutes et on va traiter de ce Ok. problème de piloter les sorties dans l'automate programmable avec différentes séquences. On va et si à ce moment-là, c'est pas clair, n'hésite pas à reposer ta question. Ça va, merci. Je t'en prie. Alors, donc, les règles d'évolution qu'on avait dans le graph 7, ben, on va retrouver quelque chose de similaire, hein, on va même d'ailleurs à peu près toutes les retrouver dans l'exécution de ce code dans notre automate programmable. Donc rappelez-vous qu'il y avait 5 règles d'évolution. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une capture d'écran d'un document technique, hein, du manuel utilisateur, du logiciel de programmation de l'automate programmable en question, hein, donc de Unity Pro. Et vous voyez que si on vient voir l'exécution des séquences, hein, donc quand on a une séquence dans le graph 7, il nous explique quelles sont les règles qui vont être d'application pour exécuter la séquence. Première règle, ça revient à la règle d'évolution numéro 1, il y a une situation originale qui est définie par l'étape initiale. OK, très bien, rien de particulier. Règle d'évolution numéro 2, quand une transition est activée, c'est le cas si jamais toutes les étapes qui sont immédiatement précédentes sont actives, alors elles sont testées et si jamais la transition est activée et que les conditions booléennes sont validées, donc que la réceptivité est validée, alors à ce moment-là, on va pouvoir franchir la transition. Si jamais, ça c'était la règle d'évolution numéro 2. Règle d'évolution numéro 3, si on franchit une transition, ça veut dire qu'on va désactiver, donc faire un reset de toutes les étapes qui étaient immédiatement précédentes et on va activer à ce moment-là toutes les étapes qui suivent. Donc ici, vous voyez qu'il vous dit que c'est un reset suivi d'une activation des autres étapes, mais en réalité, dans l'outil Graph7, on disait que ça se faisait simultanément. Ben ici, pour l'automate, il désactive une étape, il active la suivante, mais il n'a pas mis à jour les sorties encore, hein. Il fait ça au sein du même cycle automate. Donc, il arrive, par exemple, ici, il voit que c'est l'étape S1.2 qui est active, que ceci est validé. Donc, il va dire, ben, je peux désactiver S1.2 et activer S1.3, S1.4, S1.5 et S1.6. Et puis, il va dire, ben, qu'est-ce que je dois faire maintenant avec mes sorties? Et on peut imaginer que dans S1.2, ici, on venait démarrer un moteur et que le même moteur, ben, on le pilote avec S1.3. Mais donc, dans la suite de sa logique, il va checker, ben, tiens, maintenant que S1.3 est actif, qu'est-ce que je dois faire comme action? Ah, le moteur est toujours piloté et donc la sortie ne va pas retomber pour être réactivée derrière. Elle va bien rester maintenue à la fin de son cycle, quand il aura exécuté la logique, il va bien la garder à 1. Donc, ce problème-là ne se présente pas. Donc, on va avoir un comportement comme si ça avait été fait simultanément. Règle numéro 4, il me dit que si jamais il y a plus qu'une condition de transition, donc plus qu'une réceptivité en rang d'étape séquentielle qui peut être satisfaite, alors, souvenez-vous, quand on passait d'une étape, quand on passait d'une situation dans laquelle on était ici et qu'on avait ici false, true, et ici quelque chose qui était également correct, ben, on passait de l'étape 1 à l'étape 3 sans passer par l'étape 2. On avait parlé d'une activation virtuelle de cette étape 2. Donc on avait dit que plusieurs transitions qui pouvaient être franchies simultanément l'étaient. Comment est-ce que l'automate programmable gère ça? Ben, il nous dit, et si jamais on peut franchir plus qu'une transition en même temps, on ne franchit qu'une étape par cycle automate. Et ça fait une grosse différence. Ça veut dire que dans ma logique ici, ben, si je peux en effet passer de
1, 2, parce que ceci est vrai à par exemple 1, 11, 1, 14, et puis 1, 4 et 1, 6, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va passer de 1, 2 à 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Il va checker lors de ce cycle-là quelles sont les actions à faire. Lors du cycle suivant, il va regarder cette transition-ci, qui était déjà vraie précédemment, mais il ne la franchit pas lors du même cycle automate. Ce sera au cycle suivant qui viendra passer de 1, 3 à 1, 11. Il laissera un 4 là où il était, il pourra passer de 1, 5 à 1, 9, etc. Donc là, il y a une différence dans l'exécution entre ce qui était prévu dans la norme GraphSet, dans notre étude sur papier, et ce qu'on va avoir dans l'implémentation dans l'automate programmable, puisqu'on ne va pouvoir franchir que, quand il y en a plusieurs à la queue leu-leu qu'on pourrait franchir, qu'une seule étape par cycle de l'automate programmable. Dernière remarque, la règle d'évolution numéro 5 qui nous disait que si une étape était désactivée et réactivée lors du même cycle, elle est restée active, ben, elle est manquante dans la documentation. C'est une erreur dans la doc, clairement, mais j'avais été chercher dans une autre documentation et il nous disait que si une étape était activée et désactivée en même temps, alors elle restait active. Donc ça, c'était ce que la règle prévoyait. Donc, autre précision qui est donnée au niveau de cette évolution numéro 4, donc c'est là que je vous disais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent par rapport à ce qu'on avait avec le GraphSet. Ici, l'activation virtuelle est réalisée par l'automate programmable durant un cycle. Donc, on va réellement activer cette étape durant un cycle en tant que tel. Donc, il nous dit bien ici que la durée de l'activité d'une étape ne peut pas être considérée comme étant égale à 0, que si plusieurs transitions qui peuvent être franchies simultanément doivent l'être, ben, elles le seront en déant des contraintes temporelles de notre automate programmable et de l'implémentation de la logique dans l'automate programmable. Et ça fait partie de quoi cet extrait-là? Ben, ça fait partie non pas du standard du GraphSet, mais du standard IEC 61131-3, donc relatif au langage de programmation de l'automate programmable. Et vous voyez qu'ils ont bien prévu dans ce standard qu'on avait une certaine liberté par rapport à cette règle d'évolution numéro 4. Dans le logiciel que vous utiliserez, c'est donc de dire que l'étape qui est activée virtuellement va l'être durant un cycle automate et sera franchie lors du cycle suivant. Alors, on nous précise également dans cette documentation technique sur la programmation de l'automate que on va avoir une seule étape qui est active dans une séquence en tant que telle, sauf si on se retrouve avec des branches parallèles. Et donc, ici, il nous dit, ben là, c'est une seule étape active, une seule étape active. Ah, là, je pourrais avoir plusieurs étapes actives parce que j'ai des branches parallèles avec une divergence en et. Ce qu'il me dit aussi, c'est que si jamais j'ai des branches alternatives, donc ça, c'est une divergence en ou, telle que ce que je vous ai représenté ici, eh ben, il nous précise bien à ce moment-là que la branche qui va être activée va être déterminée en fonction du résultat des conditions booléennes des transitions qui suivent la divergence en ou. Donc là, j'ai ma divergence en ou. Le fait que j'active cette branche-ci ou cette branche-là va dépendre des deux conditions qu'on va avoir ici. Et puis, il nous précise que la branche qui va satisfaire à la condition est activée. Et il nous dit que la branche à gauche a une priorité par rapport à la branche à droite. Donc l'idée pour votre processeur, c'est que lui, il ne va pas, quand ceci est actif, venir dire je regarde ça, et je risque d'activer mes deux étapes en même temps. Et rappelez-vous que pour éviter ça, on avait dit qu'il fallait que nos transitions soient mutuellement exclusives entre ces deux conditions. Entre ces deux réceptivités-là. L'automate programmable, lui, il ne s'encombre pas avec ça. Il dit, ben, moi, je teste d'abord celle de gauche, et si elle est bonne, eh ben, j'active l'étape suivante. Et il n'a même pas été testé la condition de la transition qui est présente ici à droite. Donc, il donne une priorité naturellement à la branche de gauche si vous ne prévoyez pas quelque chose d'autre. Pour être certain qu'on ne puisse jamais avoir une activation simultanée de deux branches à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est une différence par rapport à la représentation GraphSet sur papier. L'automate ici, dans une divergence en ou, donne la priorité à la branche de gauche. Alors, ça, normalement, ça va un petit peu recouvrir ce que je vous avais expliqué avec l'ordre d'exécution. Donc, si on a plusieurs morceaux de code ici dans notre tâche maître de l'automate, on exécute les morceaux de code
dans cet ordre-ci, qui est évidemment quelque chose d'important. Et on va maintenant pouvoir se poser la question de comment on va gérer, et ça va répondre à ta question, j'espère, Stein, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer le pilotage de nos sorties à partir de notre automate programmable, sortie qu'on va potentiellement utiliser dans différentes séquences, voire même à plusieurs endroits de nos séquences de notre GraphSet. Donc imaginons que on se retrouve avec les deux séquences qui sont représentées là à droite, donc on a un GraphSet qui devient quand même un petit peu conséquent, et on a une sortie automate qui va par exemple permettre de démarrer un moteur qui va, et ça va dépendre des conditions, du temps d'activation des étapes, etc., qui pourrait être activé dans chacune des étapes que je suis venu colorier en bordeaux sur mes deux séquences ici à droite. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Alors, il y a plusieurs options. L'option numéro 1, c'est de se dire, moi, je vais utiliser des actions continues dans plusieurs étapes pour activer le moteur. Et donc, je vais devoir venir dire que là, je veux activer le moteur, là, je veux activer le moteur, là aussi, 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 là aussi. Et puis, si à un moment, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas le comportement attendu, il va falloir que j'aille, quand je vais débugger mon code, il va falloir que j'aille ouvrir chacune de ces étapes et voir si à un endroit, je ne me suis pas trompé dans la condition d'activation du moteur, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc, en termes de diagnostic, ça va devenir un petit peu compliqué d'aller travailler de cette manière-là. C'est autant chercher une aiguille dans une meule de foin, mais comme vous voyez, avec un bon aimant, ce n'est pas un problème. On va essayer d'éviter de travailler de cette façon-là. On va essayer de travailler avec une option un petit peu plus pertinente. Alors, la deuxième possibilité qu'on pourrait avoir, alors, c'est de dire, mais on va travailler avec les étapes mémorisées, monsieur. Comme ça, ici, vous avez activé, vous n'êtes pas obligé de la maintenir à cet endroit-là, là non plus. Donc, il faudra simplement prévoir de désactiver ici et là. Donc, ça va limiter le nombre d'endroits où vous êtes venu écrire la variable en question dans votre code automate. Et c'est vrai, ça limiterait en effet le nombre d'endroits où je devrais écrire la variable en question. Par contre, si à un endroit j'oublie de donner une commande reset, je risque d'avoir mon moteur qui continue à tourner comme je ne le voulais pas. Et comme j'aurais été donné une commande set ici, 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 ici également, à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, à celui-là, si à nouveau je veux diagnostiquer ça, je vais passer un certain temps à essayer de retrouver mes petits dans la logique que j'ai programmée. Dites-vous bien que la logique qui est là n'est pas encore une logique énorme. C'est pour illustrer déjà, mais on pourrait évidemment avoir quelque chose de nettement plus conséquent. Troisième option, et c'est vraiment celle que je vous encourage à utiliser, c'est d'en fait n'associer aucune action avec une variable de sortie. Donc dans les actions qu'on va avoir dans nos différentes étapes ici, on ne va pas venir piloter nos variables de sortie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prévoir dans notre logiciel ici une section de code qu'on peut par exemple venir représenter en ladder, dans laquelle on va dire c'est output control. Donc on va venir ici contrôler les sorties de notre automate programmable. On va s'assurer que cette section de code soit exécutée après la section de GraphSet. Et là, je pourrais par exemple venir dire que si ma sortie ici out 1, donc là, si ma sortie de mon automate programmable ici, je veux qu'elle soit exécutée quand une étape est active ou une autre et pas une troisième. Donc, je viens en fait regrouper toutes les conditions dans lesquelles je pourrais venir piloter la sortie en question. Je vais simplement venir écrire la logique ici. Je vais pouvoir aller récupérer les variables d'activité, par exemple, de mon étape initiale, d'une seconde étape ici, et pour finir, d'une troisième étape, auquel cas où je ne veux pas que ce soit activé, je viens simplement mettre ceci et je me retrouve à un seul endroit à venir écrire ma sortie et avoir l'équation booléenne qui conditionne l'activation de la sortie qui est regroupée à un seul endroit. Et si vous avez un problème au niveau de vos comportements de votre sortie, vous avez une section de code dans laquelle vous allez venir, output control ici, qui va nous permettre de regrouper toute la logique liée au pilotage de cette sortie-là et donc d'avoir la visibilité de ce qui se passe à un seul endroit, ce qui évidemment est nettement plus facile pour pouvoir faire un diagnostic et lors de la mise en service de l'installation. Ok, Stein, ça répond à la question que tu t'étais posée de comment on allait pouvoir gérer ça? Ouais, je vois, c'est très clair. Voilà, Merci. ok, super, il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Au laboratoire, il y a à tous les coups une série d'entre vous qui ne vont pas partir sur cette logique-là. J'ai aucun problème avec ça. Je vous encourage même, si vous avez envie, d'essayer de, en effet, programmer les différentes actions dans les différentes étapes
Et puis, quand on va petit à petit complexifier les modes de marche, complexifier ceci, les interactions entre les différents automates et tout dans le labo, il y a un moment où vous allez dire zut, 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 ça devient vraiment compliqué de retrouver mes petits dans toute cette logique. J'aurais peut-être quand même dû écouter ce qui était suggéré. Et chaque année, il y en a qui sont dans le cas et alors qui reprogramment ce qu'ils avaient fait en venant tenir compte de cette façon de venir écrire nos sorties. Mais donc, c'est vraiment une règle de bonne pratique, c'est de se dire la sortie, je ne l'écris qu'à un seul endroit. Je ne viens pas disperser l'écriture de cette sortie un petit peu partout dans mon programme. Je le fais à un endroit dans lequel je reprends toute l'équation qui conditionne la mise à 1 ou pas de la sortie en question. C'est vraiment l'idée qui est prévue là derrière. Ok, rappelez-vous d'ailleurs que c'est ce qu'on avait fait quand on travaillait en logique câblée. Parce qu'en logique câblée, quand on avait fait du graph 7, si vous vous souvenez, l'année passée dans le cadre du bureau d'études électriques de schématique, on avait dit que par étape, on allait prévoir un relais, que si jamais la bobine du relais en question était alimentée, ça matérialisait le fait que l'étape en question soit active. Et si jamais l'étape en question était active, on venait utiliser le fait que le relais en question que la bobine du relais était alimentée, on venait utiliser un contact auxiliaire du relais dans le circuit de commande et on regroupait là, dans cette branche auto du circuit de commande, toutes les conditions logiques pour pouvoir démarrer le moteur ou pas. Donc, on était bienvenu ici prévoir des informations qu'on venait combiner pour créer une équation booléenne là, permettant de matérialiser la logique booléenne de fonctionnement ou pas du moteur en question. Donc, c'est exactement cette logique-là qu'en fait, on avait appliquée lors de cette schématique électrique. Autre petit point sur la réalisation du graph 7 dans l'automate programmable, le temps qui est écoulé dans une variable. Donc, si je reviens ici sur les variables structurées que le logiciel m'a créées pour chacune de mes étapes, on avait dit qu'on avait une information booléenne, donc le nom de l'étape .x qui permettait de savoir si elle était active ou pas. Vous voyez qu'il y a le nom de l'étape .t qui est une variable de type temps et qui donc va me permettre de savoir depuis combien de temps est-ce que l'étape en question est active. Qu'est-ce qui nous précise ici dans la documentation? Il nous dit que quand une étape est désactivée, la valeur est maintenue jusqu'à ce qu'on réactive l'étape à nouveau, moment auquel la valeur de cette variable temporelle est, est réinitialisée à ce moment-là. Donc ça, c'est ce qu'on avait attendu comme comportement ici, également dans le graph 7. Ce qu'on va aussi pouvoir faire, je vous l'ai montré tout à l'heure, des divergences en OU, des convergences en OU, des divergences en et, des convergences en et également des macro-étapes. Donc j'ai la possibilité dans mon éditeur graph 7 ici, si je le souhaite, de venir placer une macro-étape. Et si je viens placer une macro-étape, en venant faire un double clic dessus et en demandant à l'éditer, je me retrouve avec l'étape d'entrée dans la macro-étape, l'étape de sortie, et je vais pouvoir venir mettre tout ce que je veux comme logique là entre les deux. Ce qui va me permettre à nouveau d'alléger la représentation. C'est ce qu'on avait vu quand on avait parlé des macro-étapes, c'était l'objectif, c'était d'arriver à avoir quelque chose qui soit un petit peu plus lisible et d'essayer d'avoir une vue macroscopique avant de pouvoir zoomer sur certaines parties de l'installation et arriver avec une vue un petit peu plus microscopique. Alors, dernier point, dernier élément qu'on doit encore traiter, c'est le forçage. Comment est-ce qu'on va pouvoir, en cas d'arrêt d'urgence ou autre, venir forcer ma séquence à être dans un état particulier? Alors, ce qui est prévu là, c'est d'utiliser des fonctions et des blocs fonctions qui font partie d'une librairie avec des fonctions et des blocs fonctions dits système, qui gèrent le système de l'automate programmable en tant que tel. Et dans ces fonctions et ces blocs fonctions, dans le logiciel de programmation de chez Schneider, on retrouve, vous voyez, toute une série de blocs ici qui vont permettre, par exemple, de faire un set step. Donc, set specific step in the sequence. Donc, je vais avoir la possibilité à ce moment-là de dire, sur cette séquence-là, je veux forcer telle étape. Ou bien, je veux resetter telle étape. Je désactive cette étape-là, j'active cette étape-là. Ou encore, je viens initialiser la séquence. Donc, je vais resetter toutes les étapes actives et réactiver simplement les étapes initiales sur la séquence. Je peux aussi dire que je veux la geler, freeze
chart. Donc à ce moment-là, je vais geler, je vais interdire à l'automate de continuer à regarder si les transitions suivantes des étapes sont vraies et si jamais j'ai la possibilité de franchir les transitions en question, je vais lui dire tu restes dans l'état dans lequel tu es et tu ne bouges plus de cet état-là. Donc voilà, on se retrouve ici avec toute une série de possibilités avec ces blocs qui vont permettre de gérer ces modes de fonctionnement un petit peu particuliers. Rassurez-vous, dans le laboratoire, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, on pourra regarder ce qu'il y a là derrière et vous pourrez tester ça. Mais ça dépasse le scope minimum du laboratoire qu'on veut viser en termes d'apprentissage avec vous. Donc, on ne va pas venir appliquer ça dans le laboratoire en tant que tel, mais sachez qu'il y a moyen de gérer ce forçage avec ce genre de bloc fonction. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ou est-ce que ça vous paraît clair? Ça va de toute façon devenir beaucoup plus pratique quand vous serez au labo face à l'automate programmable, mais c'est quand même important que vous ayez entendu ces notions avant et que vous soyez, avant de venir au labo, conscient de ce que c'est un graph set, ce que c'est le SFC, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux, comment est-ce que j'ai intérêt à piloter mes sorties, etc., etc. Des questions? Non, ça a l'air d'être bien. Tant mieux. C'est normalement un des labos les plus chouettes. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les étudiants, mais que c'est un des labos lors duquel on s'amuse le mieux à l'ECAM. Il faut dire que c'est très gai de pouvoir contrôler une installation en tant que telle. Alors, il nous reste 4 minutes. Ce que je vous propose, c'est de vous remontrer la démarche complète. Alors, je vais le faire sur slide. En 4 minutes, on ne va pas avoir le temps de faire ça au tableau. On reprend notre ligne de bouchonnage et d'étiquetage. On gère le start, le stop pour les modes de marche, l'arrêt d'urgence également avec le reset. On a tous les capteurs que vous aviez déjà vus précédemment. Si on veut faire la démarche complète, c'est d'abord de commencer par faire l'analyse fonctionnelle de l'installation. Mon graph set de niveau 1, qui ne tient compte pas de la technologie et uniquement des modes de fonctionnement production nominale. Donc, je vais pouvoir dire, j'ai un superviseur de production. Si jamais on m'a demandé de lancer la prod, je vais pouvoir alors avancer ma bande transporteuse jusqu'à ce que je détecte une position. Il faudrait que je rajoute le front montant ici d'ailleurs. Et puis, je vais, au travers des étapes 12 et 14, permettre de lancer l'étage d'étiquetage, l'étage de bouchonnage, et c'est tout. C'est complètement indépendant de la technologie. J'ai mon étude fonctionnelle en mode nominal qui est présente. Deuxième étape, on va faire nos choix technologiques. Et on va par exemple dire, la commande ahead pour ma bande transporteuse, ça va être un moteur électrique avec un variateur de fréquence, mais qui travaille à une vitesse qui est forcée, qui est toujours la même. Je vais avoir mon système de préhension qui va être une pince pneumatique et cette pince-ci, elle se comporte comme un cylindre simple effet. Les commandes haut et bas vont être pneumatiques également avec cette fois-ci un cylindre double effet. Et les commandes forward et reverse, même chose, pneumatique avec un cylindre double effet. Je choisis, une fois que j'ai fait le choix de mes actionneurs, mes pré-actionneurs, donc mes distributeurs dans ce cas-ci, et je vais travailler avec du 3-2 pour la préhension, avec un ressort de rappel. Je vais avoir un up-down donc pour mon mouvement avec le bouchon ici, qui va être fait avec un distributeur 5-2 avec un ressort de rappel également. Et le forward et reverse, ce sera avec un distributeur 5-3 sans ressort de rappel cette fois-ci. Et je précise que je vais les commander à l'aide de solénoïdes, donc de bobines, des commandes électriques que je vais pouvoir facilement interfacer sur les sorties de mon automate programmable et que mon contrôle va être fait avec un automate programmable. Donc là, j'ai fait mes choix technologiques. Je vais pouvoir, sur base de ça, venir dessiner la partie pneumatique avec les actionneurs que j'ai choisis et avec les différents distributeurs que j'avais choisis également. Je précise simplement que le cylindre qui est là pour faire le mouvement up et down est placé de façon à ce qu'il atteigne la fin de sa course quand la position haute est atteinte. Donc, on va avoir un capteur haut qui va être placé de façon à ce qu'il soit vrai quand on a atteint la fin de la course avec ce cylindre et cette tige-ci. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir maintenant modifier mon graph set de niveau 2. Donc, je vais premièrement tenir compte de l'impact technologique. Donc ici, la commande up n'est plus nécessaire. Pourquoi est-ce que la commande up n'est plus nécessaire? Si je reprends mon schéma pneumatique, vous voyez que j'avais mis un ressort de rappel sur le distributeur qui faisait le up-down. Donc si je ne donne pas la commande down, je vais inévitablement avoir le ressort de rappel qui va jouer et qui va faire en sorte que je vais remonter. Donc je peux venir supprimer cette commande-là.
Ensuite, je vais regarder quels sont les modes de marche qui m'intéressent. Je choisis par exemple d'avoir l'arrêt dans un état initial qui me permet de passer au travers de la marche de préparation en production normale. Et je prévois uniquement de pouvoir m'arrêter en fin de cycle, sauf dans le cas où j'ai un arrêt d'urgence qui ferait alors que je vais avoir besoin de nettoyer l'installation pour pouvoir revenir dans l'état initial avant de la relancer. Ça me permet de venir construire mon graph set, ma séquence des modes de marche avec les commandes start et stop, tout ceci, les XXX étant à compléter en fonction de l'état de l'installation. Et puis, je vais justement pouvoir à ce moment-là venir dire, j'ai mon graph set de niveau 2, c'est ce que j'avais fait ici précédemment. Je vais d'ailleurs pouvoir supprimer les commandes up partout, puisque ça, on a vu que d'un point de vue technologique, on n'en avait pas besoin. J'ai mon graph set avec mes modes de marche et je vais venir maintenant utiliser les bits d'activité des différentes étapes à gauche et à droite pour pouvoir passer d'un mode de fonctionnement à l'autre et venir rajouter également ma gestion de l'arrêt d'urgence là au-dessus. Donc avec ça, je me retrouve à mon graph set qui est complet, mon graph set technologique de niveau 2 qui est complet. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à venir traduire ça dans mon automate programmable, à donc venir mettre mes différentes séquences les unes à côté des autres, à venir programmer les transitions entre les différentes séquences, les coordinations, etc. Et puis à venir prévoir la gestion de l'arrêt d'urgence, donc dire que si jamais on a l'arrêt d'urgence qui arrive, on va réinitialiser le chart et puis venir setter certaines étapes dans mes différentes séquences ici. Vous voyez, à chaque fois, je vais venir spécifier quelles sont les étapes que je vais vouloir venir setter pour gérer le forçage en tant que tel. Et pour terminer, je me crée une section de code qui va, elle, gérer la mise à jour de mes sorties. Je vais donc avoir la sortie ahead qui doit être pilotée si je suis dans l'étape 11 de ma séquence 4, l'étape 52 de la 3, l'étape 31 de la 6, etc. etc. Et j'ai à un seul endroit le pilotage de mes différentes sorties qui est prévu. Voilà, alors vous pouvez évidemment regarder ça à votre aise, vous avez tous les slides, ici j'ai été très vite, j'en suis conscient, mais je voulais juste vous remontrer toute la démarche en partant du graph set de niveau 1 qui est général, indépendant de la technologie, les choix technologiques, l'évolution du graph set de niveau 2, l'incorporation des modes de marche qui a encore un impact sur ce graph set de niveau 2, et puis après comment est-ce qu'on peut venir traduire ça dans l'automate programmable pour au total avoir fait le cycle complet de la gestion de l'automatisation de cette machine. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Pas de questions? Oui, monsieur. Joseph, dis-moi. Il nous reste encore 2 séances pour terminer ce cours. Voilà, et les deux, donc il nous reste 2 séances d'1h30 et c'est lors de ces séances, c'est l'expert industriel sur tous les aspects sécurité qui va venir vous donner un séminaire. Donc, on ne va plus parler à ce moment-là de logique séquentielle, de programmation d'automate. Ça va vraiment être un séminaire de 2 fois 1h30 sur la directive machine et les aspects sécurité d'application aux machines. Ok, parfait, merci. Ça va? D'où le fait que ici, voilà, c'est un peu la course. Et d'ailleurs, il y a des étudiants, pour être très transparent avec vous, qui se plaignent chaque année que en 2 semaines, on a vu tout ce cours et c'est trop d'un coup, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir se lancer dans le labo. Et comme vous avez quand même beaucoup de séances de laboratoire, il faut que le cours soit vite fini pour qu'on puisse se lancer dans le labo. Vous voyez que vu qu'on va programmer avec le langage SFC dans le laboratoire, moi, je dois avoir fini la matière que j'explique pour que vous puissiez venir au laboratoire en ayant les bases nécessaires, les bases théoriques. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce cours, il est très concentré au début de l'année. Je sais bien que c'est un peu lourd pour certains étudiants, je respecte ça tout à fait, mais d'un point de vue pratique et logistique, on n'a pas le choix de faire autrement. Et donc, voilà, on commence le laboratoire. Moi, je donne le laboratoire demain après-midi à un premier groupe. Donc, voilà, on se lance dedans dès demain. Ok, parfait, merci. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Pas d'autres questions sur la matière ou quoi que ce soit? Ça vous paraissait clair? Oui, c'est clair, merci. Ok, très bien. Moi, j'ai une petite question. Oui, dis-moi, Stéphane. Au niveau de l'évaluation, etc., du cours, c'est une évaluation continue sur les laboratoires Non. ou pas Non. du tout?
Non, pas du tout. Donc, on reparlera de ça au laboratoire, évidemment, mais pour info, le laboratoire, il y a 7 séances. Cette année, normalement, c'est 8, mais vu le contexte, on a retiré une séance à cause du contexte sanitaire. Donc, il y a 7 séances. Vous avez 6 séances de pur coaching. Il n'y a pas de notes, il n'y a même pas de présence obligatoire, même si on vous encourage fortement à venir. Et on est uniquement là pour vous coacher. Et si vous êtes à la bourre et si vous avez besoin qu'on vous réexplique des choses qui avaient déjà été expliquées précédemment, on le fait sans aucun problème et sans que ce soit pénalisant pour vous. Et puis, on a une dernière séance qui est individuelle et qui est une séance d'évaluation où on va vous demander de venir sur un dispositif et de réaliser une petite séquence, d'abord sur papier, puis de venir la traduire dans l'automate programmable pour bien voir que vous soyez capable de le faire. Donc, on vise vraiment à développer du savoir-faire, une certaine compétence pratique dans le cadre de ce laboratoire et on a décidé de scinder le temps d'apprentissage, pur coaching, et le temps d'évaluation où là, vous montrez que vous avez appris, on l'espère, à réaliser ce qui était demandé. Mais il y a quand même une évaluation écrite ou orale en juin, je présume. Alors, pour le cours théorique, oui, pas pour le laboratoire. Ok. Donc moi, ici, ce que je t'ai décrit, c'est l'évaluation du laboratoire et le fonctionnement du laboratoire. Sur le cours théorique, il y a un examen en juin, qui est un examen écrit, et on en reparlera à la fin de la séance sur la sécurité. Je reviendrai rapidement, on clôturera le cours à ce moment-là pendant les 10 dernières minutes là-dessus. Je reviendrai rapidement là-dessus. Mais l'examen est à livre ouvert, donc vous aurez toutes les notes de cours, et c'est vraiment de l'application et de la réflexion. Donc l'important, mais c'est de bien avoir compris tout ça, quoi. Ok, ouais. C'était juste pour savoir si il y avait, par exemple, pour l'examen, tout le développement de Graph7, etc., ou si c'était plus les éléments théoriques qui allaient être évalués sur la partie écrite en juin. Non, ce qui va être évalué, c'est l'application de toutes ces règles. Donc, je vais vous soumettre toute une série de petits cas différents et vous demander, tiens, comment ça se comporte dans ce cas-là? Est-ce que tu peux me compléter ce petit morceau de Graph7 pour arriver à ceci, à cela? Comment tu interprètes tel schéma pneumatique? Est-ce que tu peux me compléter tel schéma pneumatique pour avoir tel comportement? Donc voilà, c'est vraiment des choses appliquées puisque c'est à livre ouvert à nouveau. Je vous avoue, pour être très transparent avec vous, que c'est la première fois l'année passée que j'ai fait cet examen à livre ouvert parce que Covid oblige, risque de triche avec les examens à distance, etc. Et moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux. En fait, tous les examens ou presque devraient être faits comme ça. Votre job en tant que futur ingénieur, c'est pas de connaître par cœur des trucs. Les documentations, Internet, les docs techniques, tout ça, vous les aurez à disposition. Votre job en tant que futur ingénieur, pardon, c'est d'être capable d'appliquer des notions que vous devez avoir comprises, évidemment, à des situations nouvelles, avec de la documentation à disposition. Et donc, j'ai décidé d'essayer de tourner mon évaluation vers ça, parce que je crois que c'est beaucoup plus pertinent. Vous êtes maintenant en première master, à 1 an à peu près d'avoir le diplôme. Vous serez à 1 an d'avoir le diplôme quand je vous interrogerai là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de vous interroger de cette manière-là. Ok, parfait. Merci pour Voilà. ces informations. Avec plaisir. On pourra en reparler à la fin du module sur la sécurité de toute façon. Ça va, merci. Il n'y a pas de quoi. Parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser et on se réentend tout à l'heure pour la suite du cours de communication en milieu industriel. Et je vous souhaite d'ici là une bonne après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.